Bonjour Mesdames, Messieurs, merci de suivre la RTS et votre émission Point de vue de ce dimanche 14 septembre 2014. Une émission qui reçoit avec plaisir Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, également responsable socialiste. Madame le ministre, bonjour. Bonjour Omar, je vous remercie donc de cette invitation pour venir discuter avec vous sur les questions qui concernent l'élevage à un moment qui est un temps fort de l'activité de l'élevage dans notre pays, à savoir la préparation de la fête de la Tabaski. Exact. Et nous y allons. Vous recherchez effectivement 700 000 moutons pour approvisionner le marché. À 20 jours de l'événement, est-ce qu'on peut dire que l'objectif est à votre portée? Bien, merci Omar pour cette question, parce que je pense que nous devons rassurer les Sénégalais par rapport à l'approvisionnement de notre pays en moutons de Tabaski. Effectivement, nous avons un besoin qui s'évalue aujourd'hui à près de 740 000 moutons. L'année dernière, on était à 720. Cette année, donc, on est à 740 000 moutons. Une légère hausse, donc. Une légère hausse. Toutes les dispositions qui doivent être prises pour permettre un approvisionnement correct de notre pays en moutons de Tabaski, toutes ces dispositions ont été prises. Comme vous le savez, chaque année, avant, donc 2 ou 3 mois avant la Tabaski, le Premier ministre organise, en tout cas préside, un conseil interministériel qui est spécifiquement dédié à l'organisation de la fête de la Tabaski, particulièrement à l'approvisionnement de notre pays en moutons de Tabaski, parce que c'est le point, en tout cas, essentiel pour cette fête, c'est le sacrifice du mouton. Et en ce qui concerne donc la réunion du conseil interministériel, il y a des décisions qui y sont prises. Il y a des diligences qui sont attribuées, dédiées à chaque département ministériel, particulièrement au ministère de l'Élevage qui a en charge l'organisation donc du secteur. Nous avons par exemple la question essentielle pour la Tabaski, c'est d'abord l'approvisionnement. Où se trouvent les disponibilités en moutons. C'est la raison pour laquelle, avant le conseil interministériel, nous avons effectué une tournée nationale qui nous a permis de nous rendre au niveau des plus grandes zones de production de moutons de notre pays. On a été dans la région de Kaffrine, nous avons été dans la région de Tambacounda, nous avons été au niveau de la zone sylvopastorale, en passant par Matam, nous avons été à Bakel. Tout ça, c'était pour avoir la région de Tambacounda, je pense que je l'ai mentionné, c'était pour avoir la situation sur le terrain. Une situation qui donne quoi? Une situation qui nous donne une disponibilité en moutons. Comme vous le savez, un des problèmes caractéristiques de l'élevage, c'est le manque de statistiques fiables. Parce qu'au Sénégal, de l'indépendance à maintenant, on a toujours fait des estimations par rapport au nombre de têtes que nous avons dans notre cheptel. Que ce soit pour les bovins, les caprins, les ovins, les porcins, tout le cheptel. Nous n'avons jamais fait un recensement exhaustif du disponible que nous avons dans le pays. Cette année, avec le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, le président de la République lui-même avait insisté sur la question des statistiques qui concernent l'élevage et l'agriculture, plus particulièrement l'élevage. Et c'est la raison pour laquelle, dans le recensement général de la population, avec l'Agence nationale de la démographie, de la statistique et de la démographie, ils ont effectivement mis ce volet élevage dans le recensement. Aujourd'hui, on est à peu près avec 60 ménages, 60% des ménages qui s'adonnent à l'élevage. Nous avons également, dans le cadre de notre budget de cette année, prévu quelque chose pour commencer maintenant les applications par rapport au secteur même spécifique de l'élevage, c'est-à-dire le recensement du cheptel. Bon, en 2015, très certainement que tout sera... On aura une idée claire du cheptel. Nous voulons avoir une idée claire du cheptel, parce que quand on doit planifier, quand on nous demande par exemple d'atteindre un certain nombre d'objectifs, comme par exemple la demande nationale en viande, en viande rouge, en viande blanche, la demande nationale en lait, la demande nationale en œufs et autres produits qui sont donc dérivés de l'élevage, issus de dérivés de l'élevage, il nous faut vraiment, pour faire une bonne planification, avoir des statistiques fiables, des statistiques qui nous permettent de dire
aujourd'hui nous sommes à temps. Demain, si nous faisons par exemple la culture fourragère, si nous atteignons un certain nombre de taux acceptables pour ce qui concerne la vaccination, voilà où nous devons arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Aujourd'hui, nous avons un déficit structurel, par exemple, en mouton de Tabaski. Oui. Il nous faut avoir les statistiques fiables. Là, on dit que nous avons un cheptel de 5 millions de moutons, d'ovins. Oui. Et si vous prenez l'exemple, par exemple, du Mali, le Mali est à 15 millions de bovins. Donc, ils ont un surplus qu'ils doivent déstocker pour pouvoir le vendre ailleurs. Et c'est ce qui justifie que si aujourd'hui on dit que le Sénégal importe des moutons pour satisfaire sa demande, parce que sur les 740 000 moutons dont nous avons besoin, le Sénégal peut fournir les 300 000. Les 300 000. Le reste vient de la Mauritanie, le reste vient du Mali. Donc, on n'atteint pas la moitié, en fait. On n'atteint pas la moitié. Oui. Et sur ces 740 000 moutons dont nous avons besoin, il y en a 240 millions, 240 000 uniquement pour la région de Dakar. D'accord. Et c'est ce qui justifie donc ces déplacements que nous avons effectués au Mali et en Mauritanie pour discuter avec les autorités. C'est quelque chose que nous faisons chaque année et qui fait partie du plan d'action du ministère, du plan d'action qui a été donc élaboré à l'occasion du Conseil interministériel sur la Tabaski. D'accord. Mais est-ce qu'on peut savoir, c'est vrai que vous avez effectué une tournée, vous l'avez dit, pour avoir une estimation sur le cheptel, mais le retard, parce que il y a quelques années, aujourd'hui, à 20 jours, par exemple, on avait les points de vente qui étaient approvisionnés, mais il y a un retard qui installe une sorte de peur chez les Sénégalais. En vérité, c'est ça le problème. Omar, en 2012, j'étais ici pour la Tabaski. En 2013 également, j'étais là pour la Tabaski. C'est seulement à 10 jours de la Tabaski que nous avons l'ensemble des points de vente remplis de moutons. Depuis quelques années, la Tabaski tombe sur la période hivernale. Oui. Venir à Dakar pendant l'hivernage avec 200 et quelques mille, 300 000 moutons, c'est pas quelque chose d'évident. Et c'est la raison pour laquelle les éleveurs nous disent plutôt, ou les opérateurs de moutons, plutôt que de venir avant, nous préférons venir après, à 10 jours de la Tabaski, pour profiter des pâturages qui sont aujourd'hui dans d'excellentes situations. Donc c'est un choix des éleveurs. C'est un choix des éleveurs. Mais également, il faut voir que Dakar, à l'occasion de ces 10 derniers jours-là, est rempli. Absolument. Donc c'est pourquoi vraiment ils préfèrent. Et puis il y a également d'autres questions qui sont liées à la sécurité. Ils préfèrent rester en tout cas le plus possible au niveau des endroits au niveau desquels ils peuvent contrôler la sécurité plutôt que de venir à Dakar. Donc c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore suffisamment de moutons. Les questions qui se posent, ce sont les mêmes questions qu'on nous avait posées en 2012. Absolument. Et en 2012, il n'y avait pas de déficit. En 2013, il y a eu effectivement un déficit. Absolument. Parce que ce que nous disent les éleveurs, eux, ils ont l'expérience au moins de la pratique. Ils nous disent à chaque fois qu'une année, il y a eu un déficit. L'année suivante, il y a eu des surplus. Et aujourd'hui, donc cette année, on peut s'attendre à un surplus. On peut s'attendre peut-être à un surplus. Parce que là, d'ici 10 jours, nous pourrons peut-être dire exactement par rapport aux statistiques d'entrée. Parce que nous faisons une évaluation chaque semaine. À 10 jours de la Tabaski, nous faisons une évaluation journalière. Une évaluation journalière avec nos agents techniques d'élevage qui sont au niveau des frontières, qui sont au niveau des différentes portes d'entrée du pays et qui nous disent tel jour, chaque jour le nombre de moutons qui sont rentrés. Aujourd'hui, nous faisons également le suivi au niveau des marchés hebdomadaires et au niveau des marchés journaliers. Au niveau de ces différents marchés, les observations qui ont été faites ont démontré que nous sommes aujourd'hui à 143 000 moutons qu'on a dénombrés au niveau de ces marchés. Alors qu'à la même période l'année dernière, nous étions à 60 quelques mille moutons. Par contre, au niveau des importations, aujourd'hui, les importations ont baissé par rapport à l'année dernière. Ce qui est déjà rentré, mais ce n'est pas encore le rush, parce qu'on est à une trentaine de mille, 30 000 à peu près moutons qui étaient rentrés au moment où on avait fait le dernier rapport, c'est-à-dire il y a 3 jours. Aujourd'hui, ce matin, pas plus que ce matin, des éleveurs m'ont appelé de Seokhaï pour me dire que nous venons de recevoir 20 camions. D'autres nous appellent, même en venant tout à l'heure, un opérateur m'a appelé pour me dire je viens de recevoir mes camions de moutons. Donc vraiment, au niveau de l'entrée
depuis avant-hier, il y a beaucoup de convois de camions qui sont en train d'entrer dans notre pays. Là, vous rentrez de la Mauritanie. Certainement, il y aura également des moutons du Mali. Alors, quels sont, je veux dire, quel est le nombre de têtes que vous avez, hein, peut-être venant des autorités mauritaniennes ou maliennes, qui vont rentrer au Sénégal? Autant l'élevage au niveau pastoral est encore dans l'informel, que ça soit ici ou ailleurs, parce que les Mauritaniens ne peuvent pas nous dire aujourd'hui le nombre de têtes qui sortent. Le Mali, c'est la même chose également au Sénégal. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, les questions qui m'ont été posées, que ça soit au Mali ou au Sénégal, c'est est-ce que s'il y a des excédents, vous pourrez permettre à nos éleveurs de rester au-delà des 15 jours qui sont autorisés par la lettre circulaire de Monsieur le Premier ministre de rester au pays pour continuer à écouler leurs produits. Et la réponse a été que nous allons les appuyer, nous allons les aider dans la mesure où, au-delà des 15 jours, nous avons des points de vente permanents, comme par exemple celui de Diamniadio, celui de Rufisque, celui du parc des petits ruminants qui est prêt à coller à la Sogas, donc à Ekotaf, celui de Diamaguène, Sikambao également. Nous leur avons dit qu'ils peuvent rester autant qu'ils veulent, d'autant plus que pendant toute l'année, il y a des rentrées de moutons dans notre pays. Absolument. Donc là, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Je pense qu'il y a eu une année également, je n'étais pas là, il y a eu un problème de surplus et pour lequel le ministère a lui-même aidé en donnant du carburant à nos compatriotes, à d'autres, pour pouvoir les appuyer, soutenir tout simplement. Pour qu'ils puissent on sait que ça soit le cas cette année, du surplus. Alors l'approvisionnement est un problème, Madame la Ministre, mais l'autre casse-tête, c'est le prix. Le prix du mouton. Alors, ici, on peut dire, hein, sans embâche, que ça grimpe d'année en année quand même. Alors que l'État annonce chaque fois des mesures allant dans le sens de la suppression des droits de douane et taxes, de la subvention concernant les aliments de bétail, mais on voit que chaque fois, ça pose problème. Ça pose problème parce que le prix du mouton n'est pas homologué. Et c'est extrêmement difficile dans notre système d'élevage actuel. Aujourd'hui, dans les rapports que nous recevons, nous faisons un suivi également sur les prix. Par exemple, on constate que dans tel marché hebdomadaire, le prix le moins cher est à 15 000 francs aujourd'hui. Le prix le plus élevé se trouve à 350 000. Par exemple, à Payar aujourd'hui. C'est là-bas où nous avons recensé le prix le plus élevé. Et ces prix sont suivis. Avant-hier, je suis rentré, j'ai visité un peu quelques points de vente. Il n'y a pas encore le grand rush, comme vous l'avez dit. J'ai posé la question à quelqu'un sur le prix d'un mouton. Il m'a dit que ça coûte 150 000 francs. Mais je suis sûr que dans 5 jours, il ne pourra plus le vendre à ce prix parce que le marché va être achalandé. Et c'est ce qui justifie donc que beaucoup de gens aujourd'hui arrêtent. Ils marchandent, mais ils préfèrent attendre encore quelques jours que les Sauf que là aussi c'est risqué parce que l'année dernière on a vu ce que ça a donné. Il y avait un manque sur le marché. Oui, mais là, il n'y a pas encore, on ne peut pas encore dire qu'il y a un manque sur le marché. Absolument. On a vos agents, les agents de la RTS qui ont eu une équipe qui a eu à effectuer une tournée dans certaines régions du Sénégal. Et je crois que l'émission s'appelle Diaoudi. Ça va sortir peut-être demain. Et ils vont montrer qu'il y a une disponibilité en mouton au niveau des points de vente. Au niveau de Dakar, il n'y en a pas encore beaucoup, mais au niveau de beaucoup de points de vente. À l'intérieur du pays, comme au niveau des zones d'attente, nous avons aujourd'hui des moutons. Et je pense que ce sont les zones d'attente qui vont approvisionner après le marché. Parce que le marché de Kawon, le marché de Sewkhaï, le marché de Birkilan, le marché de Missira, ce sont en général des zones d'attente qui permettent donc de cheptel avant de le maintenant dispatcher à travers les différents marchés au niveau surtout des capitales régionales. Dans certains endroits, par exemple comme Ziguinchor, pour la traversée du bac, ça pose quelques problèmes, ça fait des retards parce que vous pouvez vous retrouver au niveau du bac avec 100 camions qui sont là, 200 camions qui ne peuvent pas passer.
et ça pose des problèmes. Et c'est pourquoi régulièrement nous faisons appel à notre représentant au niveau donc de la Gambie, de l'ambassadeur, pour qu'il puisse avec les autorités nous faire des facilités. Si je prends l'exemple également de la Mauritanie, pour ce qui concerne le passage des troupeaux, une des questions essentielles que nous avons posées, c'est que la Mauritanie avait fermé ses frontières par rapport au virus Ebola. On y arrive, oui. Et donc, nous avons vraiment, le Premier ministre a eu une oreille très attentive et nous le remercions. Le ministre du Commerce, la ministre du Commerce comme la ministre de l'Élevage nous ont promis, en tout cas, de prendre toutes les dispositions pour que les frontières soient réouvertes pour permettre donc le déplacement du cheptel. D'accord. Au Mali, c'est exactement la même chose. Mais je pense que là où nous avons le plus de problèmes par rapport au cheptel, à la traversée, c'est les tracasseries sur le corridor. Absolument. À partir de Bamako, donc à partir du Mali, et jusqu'ici, à partir de la Mauritanie, parce que le plus gros du cheptel qui nous vient de la Mauritanie passe par le Mali. Parce que c'est là-bas où ils ont leur plus grande zone de production de moutons. Donc ça sort par la porte de Kidira pour notre pays. Et vraiment, les taxes, les problèmes qui sont posés à ce niveau, autant pour le Mali, le Sénégal que la Mauritanie, ce sont les taxes sauvages qui sont parfois demandées. Et là où des dispositions sont prises, naturellement. Toutes les dispositions sont prises. En tout cas, au niveau du Sénégal, vraiment, à chaque fois qu'on constate un problème, les ministres même appellent parfois au téléphone les gouverneurs, les forces de la police, les forces de la gendarmerie ou de la douane pour demander à ce qu'il y ait des facilités. Hier, vous avez entendu monsieur le Président de la République, lui-même, à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres, insister sur le fait que nous devons vraiment permettre un approvisionnement correct du pays en moutons et que de ce fait, il faudrait vraiment alléger les contrôles, sauf au niveau, par exemple, de la frontière d'entrée, où vraiment il faut regarder ce qu'il y a dans les véhicules et ensuite les laisser circuler librement sur le territoire. D'accord, mais même à l'interne, au niveau du territoire sénégalais, il y a quand même des problèmes, parce que les éleveurs le dénoncent également souvent. Les consignes du gouvernement, de l'État, ne sont pas souvent respectées. Je crois qu'aujourd'hui... Des tracasseries venant des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, je pense que personne ne peut plus dire nous n'avons pas encore reçu la lettre circulaire de monsieur le Premier ministre. Ça a circulé au niveau des différents départements ministériels. Même les éleveurs ont à leur disposition aujourd'hui cette lettre circulaire de monsieur le Premier ministre. Et d'ailleurs, monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a eu à organiser une réunion spécifique dédié à la sécurité des biens et des personnes à l'occasion de la Tabaski. Nous avions des représentants des opérateurs mauritaniens, des représentants des opérateurs maliens. Les opérateurs sénégalais étaient avec nous parce qu'ils voulaient qu'on les rassure qu'il y aura de la sécurité au niveau des différents points de vente et au niveau des zones d'attente et même sur tout le corridor, donc pour le convoiement. L'année dernière, on a rencontré d'énormes difficultés au niveau, par exemple, du point de vente de Léopold Sédar Senghor. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a toujours des malfaiteurs qui sont dans le lot et qui provoquent les professionnels du cheptel. Alors, ce que les éleveurs ont dénoncé, c'est que quand la police arrive, au lieu de prendre le malfaiteur, parce qu'il est malfaiteur, celui qui est là, qui attaque les gens, tout le monde le reconnaît. Mais si on le prend en même temps que le vendeur, l'opérateur de moutons, qui avant de partir, enlève de ses poches, par exemple, 5 millions pour demander, pour le confier à quelqu'un, mais cette personne-là qui a 5 millions qu'il confie pour aller à la police et qu'on le garde après 1 mois ou 2 mois après la Tabaski, les éleveurs voulaient vraiment créer des problèmes pour dire qu'ils n'allaient pas venir s'ils n'ont pas l'assurance qu'il y aura la sécurité. La sécurité, oui. Et ils ont été apaisés vraiment par le ministre de l'Intérieur qui a pris toutes les dispositions avec son collègue des forces armées, parce qu'il y avait également le représentant de la gendarmerie, il y avait l'agence de sécurité de proximité. Tout sera mis en synergie pour pouvoir permettre vraiment d'avoir un marché sécurisé à tous les niveaux, que ce soit au niveau donc, de la campagne comme au niveau également des points de vente au niveau des villes. Très bien. Et les autres problèmes que nous avons, c'est que
Il faut une disponibilité en eau, parce que le cheptel boit beaucoup. Absolument. Il faut une disponibilité en aliments bétail. Ce que l'État donne, c'est subventionné. À peu près, c'est 1000 tonnes au niveau réparti à travers le pays. Mais 1000 tonnes, ça ne peut pas nourrir près de 500 à 700 000 têtes qui sont au Sénégal. Mais ce que nous faisons, c'est d'appuyer les éleveurs, une contribution. Et on a demandé aux provendiers d'avoir des points de vente de l'aliment bétail, pas à un prix subventionné. On ne peut pas demander aux provendiers de vendre à 50% le prix de leur aliment bétail. Mais il y a une disponibilité qui est là et les gens peuvent acheter maintenant au prix normal de 6 500 francs le sac de 40 kilos. Très bien. Alors, Madame la Ministre, l'idéal face à ce problème, c'est de voir évidemment le Sénégal autosuffisant en termes d'approvisionnement en moutons de Tabaski. Alors, est-ce qu'il y a des solutions structurelles sur lesquelles vous travaillez pour éviter chaque année d'attendre des moutons de la Mauritanie ou du Mali? Effectivement. Moi, je pense que de toute façon, le commerce du bétail entre les pays de la sous-région sera toujours de mise. Mais je crois que chaque pays également doit faire des efforts pour pouvoir assurer d'abord son autoconsommation. Vous savez qu'au niveau de l'abattoir, des abattoirs de Dakar, chaque jour, en moyenne, la moyenne annuelle d'abattage d'ovins se situe à peu près 2000. 2000 par jour. 2000 par jour, si vous multipliez par 765 jours, ça vous fait presque autant de moutons dont nous avons besoin pour la Tabaski. Mais ça, c'est la seule consommation de Dakar. Parce que ce qui est abattu à Rufisque n'y est pas. Ce qui est abattu également au niveau de toutes les autres régions du Sénégal n'y est pas. Et regardez ce que nous consommons en moutons à l'occasion des Magal, à l'occasion des Gamou, à l'occasion des Tchant, à l'occasion de toutes ces fêtes qui sont organisées. Chaque enfant qui naît, c'est un mouton également qui meurt, ou plusieurs moutons qui meurent. Donc, tout cela, plus bien sûr notre santé animale qui a quelques problèmes, parce que la peste des petits ruminants parfois fait des ravages. Nous avons aujourd'hui la fièvre de la vallée du Rift qui fait également des ménages. Et certains éleveurs m'ont dit que le déficit que nous avons eu l'année dernière était lié à la maladie, à la fièvre de la vallée du Rift, qui du point de vue symptomatique, quand cette maladie, c'est une maladie d'ailleurs qui est commune à l'homme comme à l'animal. Et ça se manifeste comme les symptômes du paludisme. Et aujourd'hui, cette maladie-là, quand ça attaque les ovins, surtout les brebis, il y a des avortements qui sont observés. Et donc, cela signifie que pendant toute l'année, si nous avons eu beaucoup d'avortements, c'est sûr que l'année qui suit, il peut y avoir un déficit dans le disponible. Donc c'est une maladie qui affecte le cheptel. Qui affecte le cheptel. Et ce que nous avons également observé, c'est qu'au niveau de l'abattoir, les rapports mensuels que nous recevons au niveau des abattages montrent que ce sont surtout les brebis qui sont abattues. Si les brebis sont abattues, cela signifie que les brebis avides surtout sont abattues. Cela signifie tout simplement que la reproduction ne se fait pas correctement. Absolument. C'est pourquoi nous avons pris un arrêté pour interdire l'abattage des femelles avides, bien sûr à l'exception, parce que si nous avons des femelles qui sont assez vieilles, on ne peut pas demander aux éleveurs de ne pas les prendre. Certains éleveurs également me disaient, parce que quand on leur dit de ne pas vendre, par exemple, pour l'abattage les brebis, ils nous disent, mais quand quelqu'un vient pour acheter un mouton, c'est pas nous qui définissons le sexe de l'animal qu'il veut. S'il nous dit je veux une brebis, tu ne peux pas lui proposer un bélier. Alors ils me disent, alors que nous avons nous nos propres petits besoins que nous devons satisfaire, les besoins par exemple pour la famille. Alors, ils m'ont dit, madame, ce qui pourra nous soulager, c'est de créer des mutuelles d'épargne et de crédit qui puissent nous permettre de satisfaire nos besoins de première nécessité au niveau de nos familles. Bon, mais tout cela, ça rentre dans le cadre d'une politique que nous sommes en train de développer, que nous sommes en train de discuter avec les éleveurs eux-mêmes pour pouvoir trouver des solutions. Mais cette solution structurelle que vous proposez, pour laquelle vous posez la question, nous sommes en train d'y réfléchir.
Nous avons déjà terminé d'ailleurs la réflexion. Nous avons eu à écrire à l'ensemble des gouverneurs du Sénégal pour leur demander d'identifier au niveau de leur région quels sont les plus gros producteurs de moutons. Nous avons les listes. Nous leur avons également demandé d'essayer d'avoir des rencontres à leur niveau pour vraiment réfléchir sur cette question. Absolument. Cela a été fait. Et aujourd'hui, nous avons le recensement de l'ensemble donc de ces documents qui sont aujourd'hui disponibles. Nous avons élaboré un programme qui devrait nous permettre d'ici 5 ans. En tout cas, si par exemple à partir de 2015, nous commençons la mise en œuvre, l'opérationnalisation de ce programme, d'ici quelques années, nous allons avoir un surplus de moutons. Parce qu'il y a la demande qui existe au niveau international. Quelqu'un m'a dit au niveau du ministère qu'il y a eu une période où, au niveau des Émirats, comme au niveau de l'Arabie saoudite, l'approvisionnement devait normalement venir du Sénégal. En tout cas, nous étions parmi les pays qui étaient proposés pour le faire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir exporter des moutons. Demain. Et ça, dans tous les programmes que nous avons dans le cadre du plan Sénégal émergent, il y a vraiment cela. L'émergence, ça doit également concerner non seulement qu'on ait une disponibilité pour satisfaire la demande nationale, mais nous voulons même aller jusqu'à l'exportation. Bon, ce n'est pas bien sûr pour demain, ce n'est pas un programme à court terme ni à moyen, mais je crois que d'ici 10 ans, en tout cas, nous pourrons exporter. D'accord. Ce qu'on note dans votre propos, c'est qu'il y a évidemment une forte demande déjà au niveau du Sénégal. On ne consomme pas du mouton que pendant la Tabaski. Il y a beaucoup de fêtes qui font donc la demande est assez forte. Mais l'essentiel, c'est que vous y travaillez. Alors, en filigrane, nous avons touché un problème lié à l'élevage. Le secteur, on sait que c'est très important, mais il ne joue pas jusqu'ici son véritable rôle dans l'économie du Sénégal. Alors ici également, quelle est la politique que vous déployez, que vous êtes en train de mettre en œuvre, bien sûr, pour que ce secteur soit porteur? Croissance. En tout cas, je sais que l'élevage et l'agriculture font partie des secteurs clés pour le développement de notre pays. Parce que si nous considérons qu'il y a près de 60% des ménages qui vivent des produits de l'élevage, cela montre tout simplement qu'il y a un effort à faire au niveau de l'État pour booster davantage le secteur. Et nous avons eu à élaborer, le ministère avant moi avait commencé à élaborer un plan national de développement de l'élevage qui a été discuté avec tous les acteurs. Quand nous sommes arrivés, il y a certains acteurs qui nous avaient dit que nous n'avons pas été associés donc à l'élaboration de ce document. Nous avons organisé une deuxième lecture donc, du rapport qui a été fait pour permettre à tous les acteurs de se sentir concernés et de s'approprier ce plan national de développement de l'élevage, dont l'objectif stratégique principal, c'est de satisfaire la demande du Sénégal, la demande nationale en viande rouge, en viande blanche, la demande en œufs de consommation, mais également la demande en lait. Aujourd'hui, si nous prenons le lait, nous avons près de 60 milliards qui sortent chaque année en devises pour approvisionner le pays, surtout en lait, en poudre. En poudre, oui. Et c'est du lait de qualité, ce n'est pas du lait de qualité. En tout cas, la discussion est ouverte. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons aujourd'hui au Sénégal disponible, par exemple, en cheptel bovin, à peu près 3 500 000, 4 millions de bovins au Sénégal, mais qui ne produisent pas, par exemple, pour ce qui concerne le lait, qui ne produisent pas plus de 3 litres par jour pendant toute l'année, en moyenne. C'est ça qui est produit. Pendant l'hivernage, il y a un surplus de lait au niveau des zones d'élevage, et ce lait n'est pas transformé la plupart du temps. Il y a eu à une époque Nestlé, quand Nestlé avait donc ses activités ici au Sénégal, ils avaient installé des centres de refroidissement au niveau de la zone sylvopastorale. Mais en 2005, quand Nestlé est parti, ce sont ces centres qui permettaient la collecte du lait des villages pour venir donc être refroidis au niveau des centres de refroidissement qui sont créés et ensuite avant d'aller au niveau des usines
qui existait au niveau de Dakar. Mais depuis 2005, ça n'avait plus fonctionné. C'est l'année dernière que nous avons fait le tour, que nous avons demandé en tout cas aux anciens préposés qui étaient là, de travailler avec le bureau du lait, notre bureau du lait, qui a fait le tour avec les anciens techniciens qui travaillaient pour Nestlé et qui nous ont permis de restaurer l'ensemble des points donc, qui étaient installés au niveau de la zone sylvopastorale. Et l'année dernière, quand on a fait donc la campagne laitière, vraiment, on a trouvé des éleveurs ravis parce que quand vous les voyez avec leur bidon venir vendre leur lait sur place, ils ont eu des revenus de près de 200 millions. 196 millions et quelques sont sortis de cette campagne de l'année dernière et qui est rentrée directement dans les poches des éleveurs. Avec la journée qui a été organisée également cette année, parce que depuis l'année dernière, nous organisons la journée du lait avec les professionnels du secteur de l'élevage, surtout les professionnels du lait. Et ils avaient pris la décision qu'on ne jeterait plus le lait pendant l'hivernage. Et avec les sœurs de l'Immaculée Conception, à travers une de leurs ONG, ils ont mis en place un système qui leur permet de former des relais au niveau de toutes les régions aujourd'hui où nous avons un surplus de lait. Dans la région de Kolda, dans la région de Tamba, dans la zone sylvopastorale, donc la région de Louga et de Matam. Et il y a plus de 3000 relais qui ont été formés, qui font du fromage qu'on appelle le boudi kosam. C'est un fromage qui peut être gardé en saumure pendant 6 à 1 an et qui permet d'avoir une disponibilité en protéines animales au niveau de ces différentes zones. D'accord. C'est utilisé pour faire du riz à la viande, c'est utilisé pour faire du nieleng, c'est utilisé pour faire du bassi. Au moins, ça améliore l'état nutritionnel des enfants et des femmes et de la population au niveau de ces zones. Et ça permet également de ne plus jeter le lait. Et nous allons étendre... Quand on jette le lait, effectivement, ça veut dire qu'il y a un surplus. Qu'il y a un surplus. Oui, mais est-ce que... Le désenclavement, tant que ces zones-là ne seront pas désenclavées, parce qu'aujourd'hui, c'est la question essentielle que pose le chef de l'État. Le désenclavement des zones dans la zone sylvopastorale. Les pistes de production, les pare-feux, parce que les pare-feux aussi servent de pistes de production au niveau de certaines zones. Et tant que ça n'existera pas, on aura encore ce problème. Parce que, par exemple, si nous avons les grandes usines comme Kiren, comme d'autres qui existent ici à Dakar, qui font vraiment une production industrielle de transformation du lait, s'ils n'ont pas de voie de passage pour aller collecter le lait, ils ont des problèmes. Absolument. Et l'année dernière, quand il y a eu la journée qui s'est passée à Doli, où le président de la République a reçu tout le secteur de l'élevage, que ce soit les industriels jusqu'au plus petit berger, Kiren avait proposé de mettre en place deux unités pour la collecte du lait, mais des unités semi-industrielles, industrielles de collecte du lait. Donc, une des unités va être installée à Fatick. À Fatick, parce que c'est une ceinture laitière qui existe aujourd'hui autour de Fatick, plus bien sûr les autres régions qui peuvent venir déposer le ramassage pourrait se faire et ensuite être déposé à ce niveau. Et l'autre pourrait peut-être être installé au niveau de la zone sylvopastorale où nous avons déjà des unités laitières qui sont en train Donc on peut dire qu'il y a tout au Sénégal pour que les produits laitiers soient véritablement... En tout cas, dans le domaine également de l'amélioration génétique, il y a des efforts qui ont été faits, mais qui doivent être renforcés pour que nous puissions avoir des produits animaux qui puissent vraiment, si nous avons par exemple des métis qui peuvent donner jusqu'à 8 litres de lait, c'est une augmentation importante. Si nous avons bien sûr un programme vaste d'insémination artificielle au niveau surtout donc de la production laitière. D'accord. Et wow. Oui. D'accord. Donc des produits laitiers, on en a à gogo, mais peut-être l'exploitation ou la production, il y a des efforts à faire. Mais l'élevage également, c'est un problème d'eau. Ici, quelles sont les mesures ou la politique qui est déployée pour véritablement que la maîtrise de l'eau soit vraiment une réalité, au profit bien sûr de l'élevage? Bon, il y a la production, il y a l'eau également, c'est vrai. La disponibilité en eau pose problème parce que dans la zone sylvopastorale, vous pouvez voir deux villages par exemple, distants de 35 km pour trouver de l'eau. Par exemple, s'il y a un forage à Hudu Tingoli,
si le forage tombe en panne, les populations de Widu Cingoli doivent faire 35 km pour aller rejoindre l'autre forage pour pouvoir abreuver leur cheptel. Et même pour l'alimentation humaine en eau. Donc aujourd'hui, il va y avoir une densification au niveau de la zone de sylvopastorale et au niveau des zones d'élevage. Ça, c'est une demande pressante du chef de l'État. Je sais qu'aujourd'hui, s'il ne s'agissait que de lui-même, aujourd'hui, on aurait résolu ce problème en 2 ans. Mais je pense que d'ici à 2015, ces problèmes vont être réglés. Parce que autant le ministère de l'Hydraulique que le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Agriculture ont des programmes de mise en place de forages. Nous, par exemple, on a des forages à restaurer au niveau de la zone sylvopastorale dans le cadre du PASA, le programme d'amélioration de la sécurité alimentaire. Oui. Au niveau donc de la zone le programme d'appui à la sécurité alimentaire PASA, qui est financé par la Banque africaine de développement. Donc il y a des forages qui vont être également installés au niveau de certaines zones. On voudrait que sur chaque 5 km, en tout cas, je crois que on va faire des branchements donc qui vont quitter par exemple un forage qui est mis à Widu Cingoli. Sur 5 km, on va faire des branchements pour permettre à d'autres villages de s'approvisionner en eau. Et ce qu'on voudrait également faire au niveau des forages, parce qu'il y a des forages qui sont excédentaires, où il y a beaucoup d'eau. Alors, c'est de développer la culture foragère. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez ce qui s'est passé cette année, avec les pluies tardives, avec l'année dernière, par exemple, où nous n'avions pas de fortes précipitations au niveau du nord. Je prends l'exemple de Louga, toute la zone de Léona, de l'arrondissement de Sakal, où il n'avait pas plu. Cette année, dans cette région encore, bon, la zone sylvopastorale, il paraît qu'il y a de fortes pluies qui se sont abattues récemment. Mais dans d'autres zones, vraiment, il y a un déficit de la pluviométrie. Si, par exemple, on avait développé les cultures foragères, autour des forages, ou à côté de chaque forage, qu'il puisse y avoir une activité maraîchère où les sous-produits peuvent être utilisés par l'élevage, mais c'est surtout la culture foragère qui demain développera l'élevage au niveau de notre pays. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture, avec l'ISRA, pour avoir des semences foragères de qualité, pour pouvoir avoir une disponibilité vraiment en fourrage pour l'alimentation du cheptel. Peut-être que la semaine prochaine même, nous allons avoir une réunion avec le Centre de suivi écologique et le ministère de l'Environnement, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de voir quelles sont les autres perspectives. Parce qu'avec le changement climatique et tout, il faut s'y adapter. Et le déplacement de l'hivernage aussi. Voilà, c'est tout ça le changement climatique. Absolument. Il faut s'y adapter, et pour s'y adapter, il faut prendre des mesures hardies pour le faire. Nous, on est déjà en train de penser à comment faire de l'ensemencement au niveau vraiment le plus large possible pour que le cheptel puisse avoir une disponibilité alimentaire. Mais c'est également de former les éleveurs, de les sensibiliser par rapport à la culture foragère. Il y a 2 ans, quand je venais d'arriver, j'ai parlé de culture foragère à Louga. Il y a un vieux éleveur qui m'a pris par le collet quand on est sorti pour me dire, madame, vous voyez ma tête, j'ai des cheveux blancs. Personne ne m'a jamais demandé de faire du baïgnach. Vous voulez que je le fasse. Je lui dis, oui, mais les temps ont changé. Aujourd'hui, vous vous déplacez de Linguère jusqu'à Tambacounda pour trouver des pâturages. On se déplace de Widu Cingoli jusqu'à un autre endroit sur des centaines et des centaines de kilomètres. C'est l'élevage pastoral. C'est une habitude, c'est une culture. C'est pas quelque chose qui peut cesser du jour au lendemain. Et je crois que l'élevage pastoral existera toujours. Mais aujourd'hui, avec le développement du front agricole, on a des problèmes. Et le chef de l'État a encore abordé cette question parce qu'il est très très intéressé par les questions de l'élevage la semaine dernière encore. Comment faire en sorte que les batailles récurrentes, rangées, qui sont régulières entre les éleveurs et les agriculteurs peuvent cesser. Ça c'est un vrai problème. Nous avons été au niveau de la région de Saint-Louis et je parle vraiment sous le contrôle du gouverneur de Saint-Louis. Mais on a aujourd'hui des problèmes d'accès, même au fleuve, à cause des aménagements de la SAED. Et ce que nous avons demandé au directeur de la SAED, c'est que les aménagements doivent également respecter les droits des éleveurs, c'est-à-dire prévoir des passages des couloirs de passage pour le cheptel, pour leur permettre d'arriver au niveau du fleuve. Et
les éleveurs ont dit que de la même façon que le ministère de l'Agriculture a en charge l'alimentation des populations, des humains, pour ce qui concerne la population animale également, ils doivent s'occuper de leur alimentation. Et donc, nous avons demandé au directeur de la SAED, étant donné que nous avons des éleveurs qui déjà vraiment sont dans la modernisation, sont en train de nourrir leurs bêtes à l'aide de la culture fourragère, il faut les aider à avoir de l'eau pendant toute l'année. Parce qu'avant, quand c'était au niveau de la SAED, les aménagements, c'était pour une certaine période. Mais pendant la saison des pluies, il n'y avait pas d'agriculture sur la vallée. Mais aujourd'hui, nous voulons faire de l'agriculture pendant toute l'année. Et cette année déjà, ça a commencé. Donc, il faudrait qu'en plus des aménagements pour l'agriculture, que nous puissions faire des aménagements pour le cheptel à travers donc, les cultures fourragères qui vont être développées. Nous avons récemment, par exemple, reçu d'un institut de recherche qui se trouve en Arabie Saoudite un projet d'un grand conteneur qui peut faire peut-être 120 mètres carrés, où on peut produire des semences, où on peut produire du fourrage sur 7 jours. Par exemple, quand vous mettez vos semences le lundi, le dimanche, vous pouvez récolter 1 tonne. Alors, nous avons dit que ça, c'était révolutionnaire et que c'est un prototype que nous devons avoir. Et dès que le Premier ministre a été mis au courant, il nous a demandé de voir dans quelle mesure on pourrait faire des expérimentations. Et nous voulons qu'à l'occasion de la Journée nationale de l'élevage, que ce prototype-là puisse arriver, que nous puissions faire les démonstrations, parce que ça peut toujours aider ceux qui sont, par exemple, dans l'intensif, comme ceux qui sont même dans l'extensif, et qui parfois se déplacent dans des zones où il n'y a presque plus de pâturage. Donc, tout cela, en tout cas, montre qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire pour créer un environnement favorable au développement des systèmes d'élevage, que ce soit du point de vue pastoral, que ce soit également l'élevage intensif qui se développe autour de toutes les grandes villes aujourd'hui. Très bien. Alors, il y avait aussi le problème du vol de bétail. Là, je crois qu'on a criminalisé. Aujourd'hui, le problème est réglé, non? Oui. Le problème n'est pas encore réglé parce que la loi n'est pas votée. À l'Assemblée nationale, le principal problème qui est posé tout le temps, la principale question, c'est le vol du bétail. Et vraiment, les éleveurs sont ravis du fait que dans le cadre de la révision du code pénal et du code de procédure pénale, qu'on ait pu prendre cette préoccupation en charge. Pendant 1 an, nous avons réfléchi sur les stratégies qui devaient nous permettre de lutter contre le vol de bétail. Et donc, du point de vue réglementaire, il y avait une commission qui s'était chargée de faire des propositions. Ces propositions ont été acceptées par le chef de l'État. Tout cela est intégré dans la révision du code pénal et du code de procédure pénale qui devra passer à l'Assemblée nationale. Et récemment, les éleveurs nous disaient, madame, quand ça a été annoncé, on est resté 2-3 mois, il n'y avait plus de vol de bétail. Mais étant donné qu'il y a un peu une pause pour la prise de la grande décision, l'application de la loi. Les voleurs ont repris. Et j'étais en Mauritanie, donc il y a quelques jours, et les éleveurs vraiment nous ont félicités. M'ont demandé de féliciter le président de la République pour cette loi. Parce qu'ils nous disent qu'eux également, ils subissent beaucoup de vols. Ils me disent que ce ne sont pas parfois des Sénégalais qui volent notre bétail, mais qui est au Sénégal, leurs chameaux. Mais ce sont les Mauritaniens et qu'il faut appliquer également aux Mauritaniens. Cette loi qui va bientôt D'accord, donc toutes les conditions sont réunies. En tout cas, vous y travaillez pour que l'élevage soit une véritable mamelle de notre économie. Comme la seconde mamelle après l'agriculture. Très bien. Alors, mais je crois que cela, je dois dire que nous le faisons, parce que l'État ne fait pas d'élevage, l'État ne fait pas de production, mais l'État crée les conditions qui permettent de s'adonner donc à l'élevage dans d'excellentes conditions. Et aujourd'hui, vraiment, je dois dire que la stratégie de croissance accélérée. Au niveau de cette stratégie, nous avions une grappe qui s'est occupée de l'élevage, des productions et des industries animales. Et vraiment, ils ont fait un travail de réflexion remarquable au niveau de toutes les filières.
qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir des interprofessions. Les interprofessions, d'ailleurs, c'est au niveau de la loi agro-sylvo-pastorale que c'était prévu, mais je crois que ça a été vraiment boosté par les réflexions qui ont été faites au niveau donc de la grappe élevage qui est présidée par le président Mansour Kama, au niveau de croissance accélérée, qui a intégré bien sûr le plan Sénégal émergent. Mais je dois dire que ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui nous avons déjà une interprofession qui a été pilotée pendant 1 an, mais qui a abouti à la mise en place de l'interprofession. C'est l'interprofession de l'aviculture qui est présidée par M. Ngom, donc de Sedima, et qui est en train vraiment de faire un travail remarquable pour toute la filière, c'est-à-dire que pour toutes la chaîne de valeur au niveau de l'aviculture, c'est pris en compte au niveau de cette interprofession. Nous voulons avoir la même chose parce que l'approche chaîne de valeur, c'est l'approche d'avenir. Nous voulons l'avoir pour le bétail, nous voulons l'avoir pour les viandes, nous voulons l'avoir également pour le lait. Donc tout ça, nous sommes en train d'y réfléchir, mais c'est avec les professionnels que nous y réfléchissons. Très bien. Alors, l'actualité du mouton de Tabaski et évidemment de l'élevage ne va pas nous faire oublier la dimension de la responsable politique que vous êtes, hein, responsable socialiste. À Louga, votre fief, on n'attendait pas en vérité votre défaite au local. Finalement, vous avez perdu. Pour le moment, j'ai perdu, mais je pense que nous avons fait un recours au niveau de la Cour suprême, parce que nous avions déjà, nous nous sommes rendus à Saint-Louis au niveau de la... c'est quelle cour d'ailleurs? La cour d'appel. La cour d'appel de Saint-Louis. Donc on est aujourd'hui au niveau de la Cour suprême et on espère que on va nous remettre notre victoire. Votre siège de maire. De notre fief de Louga. Mais même si cela ne se passait pas, ce n'est pas la fin du monde. En 2002, nous avions perdu les élections locales. Nous étions revenus en 2009. Et aujourd'hui, donc, je pense que c'est un autre Lougatois qui a pris, en tout cas à qui nous avons passé le service. Et si par ailleurs, par malheur, la victoire ne nous revenait pas, nous allons soutenir ce jeune Lougatois et l'équipe qui sera en place par rapport à l'expérience dont nous disposons. D'accord, mais avec le recul, comment comprenez-vous un peu cette défaite? Cette défaite était très inattendue, autant par nous-mêmes que par les Lougatois. Parce que du fait de la liste que nous avions, la liste des personnes qui ont été investies et qui ont déjà fait leurs preuves. Vous n'étiez pas sous la bannière Benno? Non, on n'était pas sous Benno, on était sur la bannière... Pas Benno Bokeyakar, mais Benno... Pas Benno Bokeyakar, mais Ande Defar Louga, Benno Defar Louga. D'accord. Voilà, parce que on s'était dit que de toute façon, le coup était déjà parti. Il y avait des dissensions partout. Et de nos états-majors politiques, on avait reçu la consigne d'aller ensemble, là où nous pouvons aller ensemble. Là où on ne pouvait pas aller ensemble, faites votre liste, mais ensuite, de toute façon, retrouvez-vous. Parce que nous sommes toujours, à ce que je sache, dans la même coalition politique que les autres qui ont eu à faire leur liste. Maintenant, il y a eu beaucoup d'achats de conscience. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé. Ça, je crois que tout le monde le sait. À tous les niveaux, en tout cas au jour de l'État, on sait qu'à Louga, ce qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose de régulier. Parce qu'au niveau de l'ensemble des bureaux de vote, presque nous avons été gagnants. Dans tous les quartiers, sauf dans 2 centres de vote. Et dans ces 2 centres de vote, vraiment, il y a eu une prolongation du vote par l'autorité administrative, sans qu'il y ait un affichage donc de l'arrêté. Les gens ont voté jusqu'à X heures. On ne sait même pas. Ils ont voté peut-être même jusqu'au lendemain. Parce que le lendemain ne faisait pas partie du jour du vote. Tout ça s'est passé. Mais je crois que tout ça est derrière nous. Mais quand même, vous étiez crédité d'une base solide à Louga. Elle s'est effritée, cette base-là. La base existe toujours. La base ne s'est pas effritée. Au contraire, la base a augmenté. Ah oui? Et ça, de toute façon, demain nous édifiera.
Ouais, la base est toujours là. Ok. Alors, de façon plus large, recours à Louga, recours à Podor avec votre camarade Aïssata Tall Sall. Est-ce que tout cela ne dérange pas un peu le compagnonnage avec le parti présidentiel? Non, pas du tout. Ça, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Nous ne pouvons pas nous sentir lésés par rapport à des gens avec qui également nous étions. Parce que Aïssata, moi-même, on n'était pas les seuls. On avait d'autres personnes qui étaient avec nous. Et par respect pour ces personnes, nous devons poursuivre la procédure jusqu'au bout. Quel que soit maintenant ce qu'il adviendra demain. Parce que demain, Dieu seul sait ce qu'il adviendra. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous allons continuer à revendiquer nos droits. Maintenant, lorsque tout cela va l'entrer dans l'ordre, soit on va gagner, soit quelqu'un d'autre va gagner, mais nous allons continuer à travailler ensemble. D'accord. À Louga, on n'accuse pas, je veux dire, que faites-vous, vous? Je veux dire, c'est une question même qui est destinée aux populations. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut accuser votre gestion au niveau de la mairie? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, on l'a. En tout cas, même pendant la campagne, personne n'a accusé notre gestion. Parce que la plupart de ceux qui faisaient campagne étaient dans l'équipe, l'ancienne équipe, donc municipale. Donc, je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas entendu de critiques par rapport à cela. Et je pense que la société civile qui est là, parce que nous avons également eu à gagner, je ne sais pas si c'est gagner un prix, mais en tout cas à être choisi au niveau de Louga parmi et même au niveau du Sénégal parmi les pays, les collectivités qui avaient vraiment une gestion vertueuse. Très bien. À travers par exemple le Forum civil et la certification citoyenne. Nous avons accepté que la société civile, que des partenaires viennent regarder ce que nous sommes en train de faire en matière de gestion. Ils ont posé des questions aux populations, ils sont venus regarder ce qui se fait. Comment on l'appelle, la Cour des comptes a été vérifier notre gestion en 2012 et je pense que tout cela montre que vraiment, en tout cas pour ce qui concerne la gestion municipale, j'y ai laissé mes sous. Ah oui. Mais je ne dois absolument rien en termes d'argent à la municipalité. D'accord. Ça, je peux le dire et tout le monde peut faire le contrôle. D'accord. Pour revenir au compagnonnage maintenant, il y a d'autres éléments comme la déclaration de votre camarade Barthélémy Diaz à propos de 2017. Pour 2017, le PS aura son candidat. 2017, c'est encore loin. Mais je pense qu'il faut déjà commencer la réflexion à notre niveau, comme au niveau des autres états-majors politiques. Moi, je pense que chaque état-major politique est libre de faire ce qu'il veut. Le compagnonnage, on y est parce qu'on y croit. Nous nous engageons, nous nous sommes engagés à côté du chef de l'État depuis la fin du premier tour de 2012. On s'est dit, avant ces élections, avant le deuxième tour même, on s'était dit qu'on allait accompagner le candidat de l'opposition qui va sortir. Ça a été le candidat Macky Sall. Et je pense que nous avons été loyaux avec lui. Nous avons travaillé à ses côtés. Nous sommes rentrés dans le gouvernement. C'est le même engagement qui nous lie au président Macky Sall et à la coalition qu'il avait portée. Mais aujourd'hui, certains doutent de cette loyauté. Oui, ça, ils peuvent le dire. Mais ceux qui le disent, en tout cas, ce sont les premiers ennemis de notre nation. Parce que quand même, moi, le travail que je suis en train de faire dans le gouvernement, personne ne peut dire que je ne suis pas loyal avec le chef de l'État, avec la politique qu'il a définie dans le secteur de l'élevage. Oui, mais ça, c'est le gouvernement, c'est l'État. Mais sur le terrain politique... Sur le terrain politique, où se trouve la loyauté. Mais chacun a sa chapelle politique. Là, ce n'est pas une question de loyauté ou de quoi que ce soit. Chacun gère ses intérêts du point de vue politique. Ça, au moins, je pense qu'il faut qu'on soit très clair par rapport à ça. Mais du point de vue vraiment de ce qui nous lie, de l'engagement que nous avions pris avec lui et avec le Sénégal, parce que notre engagement, ce n'est pas un engagement à l'égard d'une personne, c'est un engagement envers une nation, envers le Sénégal que nous partageons. Et le président Macky Sall, il sait très bien que nous sommes loyaux avec lui. En tout cas, je n'ai pas entendu notre secrétaire général ou quelqu'un d'autre dire des choses. Parce que sinon, moi, je l'ai quitté. Mais quand quelqu'un dit que 2017, on aura forcément un candidat... Est-ce que c'est interdit à un parti politique d'avoir un candidat? À un parti politique comme le Parti socialiste? Ce n'est pas interdit. Bon, mais maintenant, y travailler pour avoir un candidat ou avoir un autre candidat dans le cadre d'une coalition, on n'est pas encore arrivé à ce stade. C'est-à-dire que les gens veulent faire dire aux gens ce qu'on n'a pas à dire maintenant. Je pense que c'est encore très tôt, en tout cas, pour parler de ça. Mais ce qui demeure certain, c'est que le président Macky Sall
a tout intérêt à continuer son compagnonnage, comme nous également, on a intérêt à continuer ce compagnonnage. Ce n'est pas en termes personnels ou de gains que nous retirons de là-bas, mais c'est par rapport à la construction de notre pays. Je pense que chacun y a sa part. Et le président, en tout cas, il l'a très bien compris. Le PS est un allié sûr. En tout cas, c'est l'un de ses alliés les plus sûrs. Ça, je peux le dire. Alors, moi, je ne peux pas faire des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, je peux même le jurer. Si vraiment on n'était pas dans des dispositions pour appuyer le président Macky Sall, pour aider le Sénégal à sortir de la situation dans laquelle vraiment ça a été, il a été mis par l'ancien pouvoir, moi, je n'aurais pas été dans le gouvernement. D'accord. Je vous remercie, Madame le ministre. Je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain.